Bonjour et bon réveil, il est 8h à Tel Aviv, bienvenue sur I24 pour votre journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct, on jette tout de suite un coup d'œil au sommaire de votre édition. À peine 16 ans, c'est l'âge de l'agresseur à la machette qui a blessé hier un professeur de confession juive. Il dit avoir agi au nom de l'État islamique, on en parle dans un instant. 21 maisons d'édition, 86 pays différents. Voilà donc l'étendue de la publication du premier livre du pape François, un opus signé de sa main qui sort aujourd'hui et qui s'intitule « Le nom de Dieu et miséricorde ». On se penchera sur la stratégie de com du pape François. Le service civique, énième option d'engagement citoyen en France, à côté du service militaire adapté ou encore de la réserve citoyenne. Betsabé Salem nous aidera à y voir plus clair dans moins d'1 heure. Et puis elle est morte il y a 40 ans. Au cours de sa prolifique carrière, Agatha Christie a tué des centaines de personnes avec une arme ultime, celle qu'elle affectionnait par-dessus tout, le poison, normal pour une jeune diplômée en pharmacie. Qu'est-ce qui la rend immortelle? C'est Virginie Belaïch qui tentera d'élucider l'énigme en fin d'édition. Ravi de vous retrouver ce matin sur I24. Il doit célébrer son 16e anniversaire la semaine prochaine. Le très jeune auteur de l'agression antisémite à Marseille dit avoir agi au nom de l'État islamique. L'agresseur, un jeune turc d'origine kurde, n'avait ni antécédents judiciaires, ni troubles psychiatriques. Il n'était pas connu non plus des services de renseignement. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Joseph Emmanuel avec Myriam Aman. Marseille, 9e arrondissement. Nous sommes dans un quartier où vit une importante communauté juive. Benjamin, un enseignant de 35 ans portant la kippa, se rend dans l'école juive dans laquelle il enseigne. Un jeune homme de 15 ans se rue sur lui, il tient en main une machette, crie Allah Akbar et porte plusieurs coups. Le livre de prière que Benjamin tient dans ses bras lui sert alors de bouclier. La victime s'en sort avec quelques blessures à la main et au dos. L'agresseur, arrêté quelques instants plus tard, est un Turc inconnu des services de renseignement. Il a revendiqué avoir agi ainsi au nom d'Allah, de l'État islamique, répétant avoir agi à plusieurs reprises au nom de Daesh. Il est totalement inconnu des services de police et totalement inconnu des services de justice. Les représentants des organisations juives de Marseille se sont rendus immédiatement sur les lieux de l'agression. C'est pas un jeune homme dérangé, c'est pas un jeune homme handicapé, c'est un jeune homme qui est un bon élève, est un bon élément et qui ce matin, pour quelle raison, sort avec une machette pour venir frapper on ne sait qui. Du côté des politiques, le gouvernement a dénoncé en bloc une agression abjecte. Cette agression dont le caractère antisémite est avéré nous révulse tous. Et elle démontre encore une fois l'état aussi de notre société. Après les revendications de l'assaillant, le parquet antiterroriste a été saisi. Une enquête pour tentative d'assassinat et apologie du terrorisme a été ouverte. Alors on va s'intéresser plus profondément à cette affaire avec vous, Jacques Neria. Bonjour, vous êtes ancien officier des services de renseignement israéliens. Alors on l'a dit, pas connu des services de sécurité, des services de police, des services judiciaires, pas fiché S non plus. Est-ce que ce genre d'attaque risque de se multiplier à l'avenir? Alors comme ce jeune monsieur-là, il y en a des milliers en France aujourd'hui et un peu partout en Europe, tous inspirés par l'idéologie de Daesh, soi-disant la grande idéologie qui dit que si vous ne pouvez pas venir et vous joindre avec les forces de Daesh en Syrie et en Irak pour combattre les infidèles, donc les croisés, faites ça là où vous êtes chez vous. Donc c'est le djihad solo, comme il appelle si bien, donc les loups solitaires qu'on avait l'habitude. On va revenir sur cette expression, parce que djihad solo, c'est une notion. La notion de loup solitaire, est-ce qu'elle n'est pas désuète aujourd'hui? Elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Tout simplement, c'était un terme qui était aimé par les commentateurs, par les soi-disant islamistes qui pensaient que finalement c'était quelque chose d'isolé, c'était des individus dérangés ou intellectuellement affaiblis ou avec des problèmes psychiques. Mais là, c'est tout simplement, c'est le raz-de-marée qui nous arrive de Raqqa. C'est tout simplement l'influence directe, je dirais, de l'incitation dans l'Internet, sur les réseaux sociaux qui font des dégâts énormes. Et ces dégâts-là se matérialisent par des jeunes gens de
tel que cela se passe à Marseille et à Paris, dans d'autres endroits dans le monde. Merci beaucoup Jacques Néria. Alors on l'a dit, l'agresseur va bientôt fêter son 16e anniversaire. Virginie, finalement, la première porte vers la Syrie, c'est quand même les réseaux sociaux. Oui, Jacques Néria le disait à l'instant. Aujourd'hui, on recense des milliers de profils Facebook et 40 000 comptes Twitter actifs qui recrutent pour le compte de l'État islamique. En marge des prêcheurs au pied des tours qu'on a connus dans les années 80-90, aujourd'hui, les recruteurs travaillent essentiellement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Skype, Snapchat, WhatsApp, les réseaux sociaux sur lesquels les ados passent de plus en plus de temps de leur téléphone portable hors contrôle des parents. Il faut savoir qu'en France, un adolescent reçoit son téléphone portable à l'âge de 11 ans, le premier, et qu'il peut aller jusqu'à 360 textos par semaine. Donc ça vous donne une idée quand même de la capacité qu'il a avec ce téléphone portable. Et l'embrigadement, il est bien rodé, il est très rapide. Et ça, c'est une journaliste qui s'appelle Anna Erel qui l'a parfaitement décrit dans un livre qui s'appelle « Dans la peau d'une djihadiste ». Elle a fait une enquête en fait pour un magazine et finalement elle a eu envie d'aller plus loin. Elle s'est inscrite sur Facebook avec un faux profil, Mélanie, et là, en quelques minutes, des dizaines de demandes d'amis et elle est contactée justement par un certain Bilal qui s'avérera plus tard être un proche d'Al-Baghdadi et elle raconte tout, la drague bien lourde, la demande en mariage entrecoupée de photos de décapitation et de vidéos. Petite parenthèse, à force de regarder ces vidéos de décapitation, ces images mortifères, les adolescents sont désensibilisés progressivement. Serge Effès, le célèbre psychiatre français, parle d'ailleurs d'un pouvoir hypnotique de ces images qui prépare, si vous voulez, le départ vers la Syrie. Alors, l'endoctrinement politique, finalement, c'est la première étape, on l'a bien compris. Le tout, c'est aussi de les faire venir. Effectivement, Nathalie, Anna Erel le raconte très bien, c'est un pseudo. Elle le raconte très bien, donc très vite, ce Bilal la demande en mariage. Quelques heures après la prise de contact, s'ensuit la promesse d'une vie meilleure et elle explique qu'il y a un vrai travail personnalisé. Si sur votre profil Twitter ou Facebook, vous expliquez que vous aimez les armes, eh bien on vous propose de servir dans les unités combattantes. Une jeune fille qui, par exemple, se plaignait de ne pas pouvoir s'offrir des vêtements en France, on lui dit « mais ne t'inquiète pas, en Syrie, le pouvoir d'achat est beaucoup plus important ». Une autre qui veut chercher et trouver un sens à sa vie, on lui dit « tu vas t'occuper des orphelins ». Tout ça fait que c'est un système parfaitement rodé et qui s'auto-alimente, puisque finalement les candidats au djihad, une fois sur place, font eux-mêmes des vidéos qu'ils relaient sur les réseaux sociaux, qu'ils les ont eux-mêmes recrutés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure du web 2.0, Daesh a parfaitement compris les moyens de communication des jeunes qui sont évidemment et malheureusement plus portés sur YouTube que sur les livres. Merci beaucoup Virginie. Jacques, finalement, c'est un système particulièrement bien huilé, ça va très vite. Oui, il ne faut pas se tromper. Daesh, ce n'est pas une organisation de malfaiteurs. Ce ne sont pas des brigands de route. C'est un État. C'est un État. C'est un système étatique qui a tous les moyens d'un État. Et donc, et cet État excelle dans la propagande, excelle dans les médias. Et de cette façon-là, comme il a réussi à recruter plus de 40 000 volontaires qui sont venus se battre en Irak et en Syrie. Merci à vous deux pour ces éclairages. C'est peut-être l'une des conséquences du débat provoqué par la décision de François Hollande d'introduire la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux dans la révision constitutionnelle. La question de l'organisation d'une primaire à gauche pour désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2017. Eh bien, cette question est de nouveau posée. On fait le point en images. Rassembler, telle est l'idée de Libération pour les primaires à gauche. Le quotidien publie ce lundi un appel signé par des intellectuels et des élus comme Thomas Piketty, Daniel Cohn-Bendit ou encore Yannick Jadot. L'idée, voir François Hollande, le président sortant, aux côtés d'Arnaud Montebourg, de Cécile Duflot ou encore de Jean-Luc Mélenchon, tous s'affrontant dans une compétition à la loyale. L'idée, c'est de transformer les divisions en discussion et donc de réunir tout le monde. C'est-à-dire que ça va de Mélenchon à Macron. Et donc, ça n'est pas du tout un appel dirigé contre l'un ou contre l'autre. Évidemment, ça suppose que les uns et les autres observent une sorte d'inflexion, et donc le gouvernement actuel soit un peu moins social-libéral, on peut le supposer en tout cas, et que
l'extrême gauche mette un peu d'eau dans son vin. Un rêve qui est encore loin de devenir réalité. Depuis des semaines, la gauche ne cesse de se diviser. François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls sont accusés de mener une ligne social-démocrate, une ligne politique qui déplaît, qui s'éloigne des valeurs traditionnelles socialistes selon certains. Les raisons de cette fracture ne datent pas d'hier, mais elles ont été renforcées depuis les réponses du gouvernement Valls aux attentats du 13 novembre. La déchéance de nationalité pour les binationaux, une idée qui ne passe pas au sein de la gauche. Pour certains, cette loi pourrait créer des stigmatisations. Manuel Valls souhaite aussi inscrire les mesures de l'état d'urgence dans la Constitution, une trahison selon certains et qui est encore loin de faire l'unanimité à gauche. Rudy Saada, bonjour. Bonjour. Vous avez décrypté pour nous cet appel. Oui, et alors c'est un texte qui se veut en tout cas dans le ton extrêmement positif, porté vers l'avenir, mais en réalité difficile de ne pas en comprendre le véritable message. Le message il est clair, c'est que le projet conduit actuellement et le tournant social-libéral de François Hollande, plus son côté ferme sur la sécurité et sur le régalien, eh bien mène selon eux la gauche à sa perte pour 2017. Alors autre point à retenir dans ce texte, c'est la crainte de voir un François Hollande tout simplement éliminé au premier tour en 2017, parce que pour eux un non-débat à gauche, c'est-à-dire un François Hollande candidat d'office, eh bien laisserait un boulevard à la droite pour justement rentrer dans le débat et faire face au second tour à l'extrême droite. Voilà, alors c'est le principal argument. Est-ce que cet appel, est-ce que ces primaires, ça peut faire du bien à la gauche? Alors pour les signataires, cet appel il est interprété comme nécessaire. Cette primaire elle est nécessaire car la popularité de François Hollande, eh bien elle est tout simplement artificielle, parce qu'elle est portée par toutes ces cérémonies, par ce côté père de la nation, mais elle n'est pas portée sur des actes et sur un bilan, donc elle est dangereuse. Et puis le souci aussi pour cet appel, si on doit le critiquer, c'est que pour l'instant, eh bien, il est déconnecté de la base, il n'est pas représentatif de la gauche. C'est un appel lancé dans un journal bobo par une quarantaine d'intellectuels bobos, donc il est déconnecté de ce qu'on pourrait penser être la vraie gauche. En tout cas, et cela fait vraiment le bonheur des adversaires politiques d'Hollande. Alors Charles Baldini, qui est un proche de Dupont-Aignan, dit que c'est l'abaissement de la fonction présidentielle. Zora Habitant, qui est entrepreneuse, pour elle dit que finalement, même le peuple de gauche ne veut plus de François Hollande. En tout cas, devant les divisions, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui était hier chez nos confrères de France Info, lui préfère botter en touche. On l'écoute. Et vous, Jean-Christophe Cambadélis, vous la voulez cette primaire ? Écoutez, tout ce qui permet d'unir la gauche et les écologistes est positif. Je suis sûr que vous me diriez ça ce matin. Mais franchement, je trouve que cette primaire, elle n'est pas impossible, mais elle est peu probable. Voilà. Alors, est-ce que François Hollande peut sortir de cette... Comment il va s'en sortir? Comment il peut échapper à cette primaire? Il ne va pas y échapper tout simplement parce que déjà, il y a une première primaire, il se l'est imposé lui-même, c'est la fameuse inversion de courbe de chômage. Il l'a dit, si la courbe de chômage n'a pas été inversée, je ne serai pas candidat. Première primaire pour lui. Et puis, quoi qu'il arrive, il dit en off que s'il y a une primaire, il va devoir s'y soustraire, car de toute façon, c'est inscrit dans les statuts du PS, article 5.3.1, et en 2012, Hollande avait parlé de la primaire comme un principe inscrit dans le temps et l'espace politique. Sauf que Hollande est un très fin tacticien politique, eh bien, s'il y a primaire, eh bien, il ira le plus tard possible, histoire de ne pas laisser d'espace à un éventuel challenger. Et le seul challenger que l'on peut voir aujourd'hui, c'est Arnaud de Montebourg, qui lui s'est retiré de la vie politique. Donc pour l'instant, François Hollande a un boulevard. Merci beaucoup Rudy. Alors justement, on va parler d'autres boulevards, des primaires à gauche en France. On va passer aux primaires à droite en Israël. Dror, bonjour. Alors, elles ont lieu le 23 février prochain. Et puis on parlait de boulevard pour François Hollande. Il y en a un aussi pour Benyamin Netanyahou, puisqu'il est le seul candidat en lice. Ouais, c'est plus qu'un boulevard là, c'est une ville tout entière. Mais écoutez, la commission électorale du Likoud a décidé hier de maintenir ces élections primaires. Elle aurait pu prendre une autre décision et décider que, étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat, Benyamin Netanyahou à sa propre succession, eh bien ces élections n'ont pas d'utilité et donc elles n'ont pas à être organisées. Mais là, il y aurait eu des problèmes d'ordre juridique probablement. Donc il y aura bien des élections primaires le 23 février prochain et les quelques 100 000 membres du parti au pouvoir, le Likoud, auront le choix entre un bulletin Benyamin Netanyahou et un bulletin blanc. Alors c'est un choix un petit peu curieux parce qu'on aurait pu, en général, dans des scrutins électoraux, lorsqu'il y a un seul candidat, eh bien les électeurs ont le choix entre un bulletin pour et un bulletin contre. Et là non, c'est Benyamin Netanyahou ou rien. Et c'est un petit peu curieux parce que les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés. Donc pour un électeur Likoud qui ne veut pas de Benyamin Netanyahou, eh bien il n'a
qu'un seul choix, c'est celui d'un bulletin blanc, et c'est un bulletin blanc qui n'est pas pris en compte. D'abord, comment on en est arrivé là ? Et écoutez, il y a deux types d'explications. Des explications d'abord conjoncturelles. Benjamin Netanyahu a eu un coup de génie politique. On a l'habitude de ces coups de génie politique. Il a décidé d'avancer la date des élections primaires. Elles auraient dû avoir lieu 6 mois avant les prochaines élections à la Knesset, avant les prochaines élections générales, mais elles n'auront lieu que donc le 23 février prochain. Et là, forcément, elle a pris de court tous ses adversaires potentiels. Et puis, il y a des explications structurelles. Depuis qu'il est Premier ministre, Benjamin Netanyahu a fait le vide autour de lui. Pas de place pour des dauphins potentiels, pas de place pour des concurrents potentiels. Il est au pouvoir depuis longtemps. Il a l'intention probablement d'y rester encore longtemps. Et de régner en maître. Merci beaucoup, Dror, pour ces explications. Alors, on reste en Israël. Les actions de prévention sont vitales dans la lutte contre le terrorisme. Du coup, l'armée n'hésite pas à mener des opérations parfois risquées pour arrêter un suspect, évidemment identifié, avant un éventuel passage à l'acte. Julien Baloul et Amit Edelman ont pu suivre l'une de ces opérations, souvent nocturnes. Les soldats se préparent en fonction des rôles des uns et des autres. Une première équipe part en éclaireur sécuriser les lieux, pendant qu'une autre commence à assembler l'échelle qui servira à escalader. Les soldats doivent ensuite entrer sans se faire repérer par le voisinage. Chaque angle de rue doit être sécurisé. Le danger peut venir de n'importe où. La tension est à son maximum. Les soldats ont escaladé la façade de la maison en silence. Ils ouvrent la fenêtre et entrent. Un homme est tout de suite appréhendé, mais il n'est pas l'homme recherché. L'armée le soupçonne toutefois de savoir où se cache le terroriste du Hamas. La discrétion n'est plus de mise. Après quelques dizaines de minutes, le Shabak arrive à collecter les informations nécessaires et les soldats mettent enfin la main sur le suspect. Positif. Revenez au point de départ, le suspect est entre nos mains. L'homme n'oppose pas de résistance. Il se savait recherché et s'était caché à quelques pas de la maison. Il est immédiatement transféré pour interrogatoire. Ses aveux pourront peut-être permettre d'éviter un nouvel attentat en Israël. Les soldats peuvent à présent rentrer dans leur base. La fatigue se lit sur leur visage. Vraiment beaucoup de fatigue. Parce que c'est généralement pas la première de la semaine et c'est aussi pas la dernière. Donc surtout énormément de fatigue, une sensation un peu d'être vidé. Les pierres jetées par des Palestiniens sur le convoi ne fait plus sursauter personne. 4 heures du matin, l'arrestation réussit sans aucun coup de feu tiré. La mission est remplie. Mathias Inbar, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce type d'opération est courant ? Oui, alors cela dépend bien évidemment de la tension du moment, en effet. Même si en période de calme, ces opérations n'ont jamais cessé, effectivement, depuis le lancement de l'intifada des couteaux, comme elle est qualifiée depuis début octobre. En effet, il y a surtout une augmentation du rythme de ces opérations. Alors, il ne se passe pas une seule nuit aujourd'hui sans qu'il n'y ait une opération antiterroriste, notamment en Cisjordanie. Alors, en l'occurrence, hier dans le camp de Daesh à Bethléem, il y a eu des opérations, des arrestations au nombre de 8 exactement dans toute la Cisjordanie. On vient de recevoir le communiqué de l'armée israélienne et des services de sécurité intérieure, à peu près 10 arrestations par nuit. Cela permet surtout de maintenir la pression et la présence israélienne dans ces territoires. Alors, ces opérations, elles sont menées uniquement, exclusivement par les unités antiterroristes ? Non. Toutes les unités de l'armée de terre sont concernées aujourd'hui par ces opérations. Et nouveauté de cette intifada par rapport à la deuxième intifada dans les années 2000, c'est qu'il y a finalement des petits groupes d'unités qui sont détachés et surtout concernés par des camps en particulier. Daesh, j'en parlais à Bethléem, Balata pour Naplouse, Jenin pour la ville de Jenin. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun connaît sa région et surtout les Palestiniens qui sont recherchés savent que les unités les connaissent et connaissent leur retranchement. Alors au-delà des opérations de routine, bien évidemment, on peut effectivement déceler des opérations des Douvdevan, dont on a entendu plusieurs fois parler. Ce sont ces soldats, des unités d'élite de l'armée de terre, des soldats et déguisés et aussi des soldats en tenue kaki de l'unité de l'armée israélienne. Cela concerne plus exactement des arrestations de personnes recherchées et qualifiées de dangereuses. Merci Mathias pour ces explications. On va tout de suite passer à l'essentiel de l'actu internationale en bref et en images.
Ballon d'or sans surprise pour la 5e fois. Lionel Messi remporte le Ballon d'or. Lionel Messi a dit vivre un moment très particulier et a remercié le foot en général hier à la tribune lors d'une cérémonie à Zurich. John Kerry reçoit le roi Abdallah de Jordanie à Washington. Le secrétaire d'État américain a réclamé hier un accès humanitaire complet aux villes assiégées en Syrie, comme la localité de Madaya, où des premiers convois sont entrés pour venir en aide à une population en proie à la famine. Il sera inhumé dans la plus stricte intimité. Michel Galabru reposera au cimetière de Montmartre. Il laisse derrière lui une filmographie longue de plus de 250 longs métrages et téléfilms. « 21 maisons d'édition, 86 pays différents. Voilà donc l'étendue de la publication du premier livre du pape François, un opus signé de sa main qui sort aujourd'hui et qui s'intitule « Le nom de Dieu et miséricorde ». Gabrielle Nolin, elle nous en dit plus. On sera tout à l'heure avec Jean-Marie Alafort pour le décrypter. En lettres rouges et écrit de sa propre main, « Le nom de Dieu et miséricorde ». C'est le titre du livre du pape qui paraît ce mardi dans 84 pays. Un ouvrage d'entretien avec le vaticaniste italien Andrea Tornielli, publié dans 6 langues européennes, dont le français. Il s'agit d'une réflexion sur le pardon que Dieu accorde aux hommes. Dans le livre, le souverain pontife explique non seulement aux initiés, mais aussi aux profanes, le concept de la miséricorde. Des extraits étaient déjà disponibles avant la parution du livre, dans lesquels le pape se décrit comme un pécheur qui lui-même a besoin de miséricorde de Dieu. C'est le premier livre de Jorge Bergoglio depuis qu'il a endossé les habits de pape. Ce n'est pas pour autant sa première publication. Son encyclique, Laudato Si, paru en 2015, s'était écoulé à de nombreux exemplaires. Le nom de Dieu et miséricorde promet de connaître le même succès. Alors voilà, l'année jubilaire vient d'être lancée. Bonjour Jean-Marie, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Elle a été lancée le 8 décembre dernier. Et le pape François qui finalement, lors de cette année jubilaire, va développer le thème du pardon, de la miséricorde. Est-ce que finalement, avec ce livre, il entend d'une certaine façon faire évoluer l'héritage de la culture catholique d'autoflagellation, j'ai envie de dire? Je pense qu'il y a un profond changement dans la pensée du pape. C'est une révolution en fait. C'est une révolution théologique, c'est une révolution aussi pastorale. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a eu une vision qui était on juge le monde. C'est-à-dire l'Église a les moyens, par l'évangile, par la théologie qu'elle s'est développée, par la théologie morale, de juger finalement les situations. Et le pape dit, mais si au lieu de juger les situations, on commençait par relire l'évangile et voir que le cœur de l'évangile, c'est finalement la miséricorde de Dieu. Donc il propose finalement, il dit finalement quelque chose de très simple. Il dit, mais arrêtons de juger, et si on a quelque chose à juger, qu'on commence par se juger soi-même. C'est pour ça qu'il a des positions qui étonnent effectivement les catholiques, les chrétiens aujourd'hui, en disant, mais tous ceux qui sont exclus, on l'a appelé le pape des pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire les pauvres? C'est pas seulement les gens qui n'ont pas les moyens de vivre du point de vue financier, mais ce sont tous ceux qui sont exclus. Tous ceux que l'on regarde de travers, j'ai envie de dire. Ceux qui sont exclus, et puis finalement, il se présente un peu avec ce livre également comme un pape normal, finalement, un pape ressemblant à tout un chacun. Alors c'est vrai parce qu'il y a la continuité, il y a une profonde continuité en fait. Je pense toujours quand j'ai entendu par exemple son homélie de Noël, qui était une simplicité extraordinaire à Rome, je pense toujours effectivement à un autre François, qui est François d'Assise, et qui disait cette phrase très simple, qui disait « il faut revenir à l'évangile ». C'est-à-dire, de ce point de vue-là, il est parfaitement dans la ligne, il ne s'éloigne pas finalement de la ligne de ses prédécesseurs, où il dit, mais il faut revenir finalement à la source, qui est l'évangile. Alors un élément justement où là peut-être il s'en éloigne de cette ligne originelle et de base, ce message d'amour et de miséricorde envers les homosexuels également, c'est un chapitre de ce livre. Complètement. Alors il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Quand je parle des exclus, je parle de tous ceux que l'Église a regardé de travers jusqu'à maintenant. Alors il y a les divorcés mariés, on a vu son grand succès en octobre dernier avec le synode où il a réussi à faire passer cette pilule aux évêques qui au départ avaient refusé complètement, c'est-à-dire de dire mais les divorcés mariés, il faut aussi les accueillir cas par cas, il faut donner un peu tout se fait dans la lenteur. Et puis il a cette position finalement qui est une position extrêmement intéressante, arrêtons la chasse aux sorcières dans l'Église par rapport aux homosexuels, c'est-à-dire eux aussi ils sont finalement des créatures de Dieu. Il dit quelque chose de très simple que tout le monde accepte finalement, et en disant mais et s'il y avait de l'amour derrière tout ça. Il pose une question qui est quand même très très intéressante, c'est-à-dire est-ce que finalement si on dit l'amour vient de Dieu,
est-ce qu'il n'y a pas... Aimons-nous, Aimons-nous. Finalement, c'est son maître mot. Je voudrais revenir sur un des thèmes qui fait beaucoup parler dans la presse, notamment aujourd'hui, cette stratégie de communication finalement du pape François, puisque c'est très novateur d'écrire un livre alors qu'on est encore pape. Alors c'est vrai, alors il y a effectivement ce livre qui paraît. Il faut savoir que le pape, par exemple, a lancé quelque chose d'extraordinaire. Il a une page Facebook. Le pape a également un compte Twitter. C'est-à-dire, il y a une communication, une volonté d'être proche de ses fidèles et de tous ceux qui veulent écouter son message. Et là, il y a effectivement une révolution qui est totale. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, les papes, finalement, parlaient de ce qu'on appelle ex cathedra. Ex cathedra, ça veut dire on s'assoit sur un siège, sur son siège donc pontifical, et il enseigne. Et là, il ne se présente pas comme un enseignant, mais il se présente comme un ami. Et c'est une vision qui est totalement nouvelle. C'est-à-dire on ne connaît pas ce genre de choses. Il y avait eu un petit peu avec Jean-Paul II cette approche très populaire finalement. Un pape super moderne, il va se mettre à WhatsApp peut-être ? Peut-être à WhatsApp, mais en tout cas son compte Twitter et son compte Facebook est très important. Très actif. Merci beaucoup, Jean-Marie Alafort, d'avoir été avec nous ce matin. Restez en notre compagnie. Juste après un point sur l'actu, on parlera du salon de l'automobile de Détroit qui savoure la sortie de crise. Ce sont des constructeurs automobiles gonflés à bloc qui sont venus hier soir présenter leurs nouveautés à l'ouverture du salon. L'humeur est donc au record de vente et au profit substantiel pour les constructeurs américains. On en parle dans moins d'une demi-heure. À tout de suite.